moi, je vais en profiter pour dire que quand même, on a énormément de chance à Beaujon de travailler avec des radiologues d'enfer, comme on n'a pas souvent l'occasion de le dire. Alors, la prise en charge des complications infectieuses, effectivement, il y a un certain nombre de choses. Le titre, c'était Enfin des nouveautés, non? Enfin du neuf. Donc, j'ai cherché sur l'année. Hein. Donc, pas de conflit d'intérêts. Et en fait, j'ai choisi pas de vous commencer le topo en parlant pas directement des complications infectieuses de nécrose pancréatique, mais de vous parler aussi des complications extra-pancréatiques. Parce que dans la vraie vie, puisqu'on parle un peu de vraie vie, là, dans la vraie vie, en fait, c'est quand même aussi un vrai sujet. Et en vous citant pour commencer l'étude 2014, j'espère que vous considérez que c'est pas trop ancien, ce qu'on avait issu de l'étude EPIC, un jour donné, qui s'intéressait aux infections en réanimation. Donc sur les quasiment 14 000 patients qui avaient été inclus, 159 patients étaient en réanimation pour une pancréatite aiguë sévère. Et 73% des patients qui étaient hospitalisés en réanimation à ce moment-là étaient infectés. Et il y a un chiffre qui me semble intéressant. Effectivement, un tiers était infecté d'origine abdominale, dont on peut suspecter que c'était de la nécrose. Mais il y en avait aussi 16% qui étaient infectés à point de départ extra-abdominal, et puis un quart qui avait les deux en même temps. Au passage, 2014, donc l'étude est plus ancienne, mais 24% des malades recevaient une antibiothérapie pour la prophylaxie de l'infection de nécrose. J'y reviendrai par la suite. Et le dernier point que mettait en évidence cette étude, c'était le fait que finalement, quasiment 90% des patients hospitalisés pour pancréatite aiguë sévère, à un moment ou à un autre, recevraient des antibiotiques. Donc ça positionne un peu, surtout sur les formes sévères, je pense que ça positionne une partie du débat. Quand on regarde spécifiquement ces complications infectieuses extra-hépatiques avec une revue récente, donc globalement une incidence globale à peu près 25, entre un quart et un tiers des malades, plus fréquent si vous avez admis des malades en pancréatite aiguë sévère et plus fréquent si vous avez admis des malades avec des nécroses pancréatiques. Est-ce que ces infections extra-pancréatiques sont associées à une surmortalité? Les données sont pas extrêmement clair. Il y a un lien avec la gravité du malade. Du coup, finalement, on ne sait pas très bien qui est la poule et l'œuf. En tout cas, on retrouve une répartition qui est assez classique. Donc, des infections respiratoires majoritairement, des bactériémies et des infections urinaires, finalement, malades de réanimation standard. Est-ce qu'il y a un lien entre ces infections extra-pancréatiques et la survenue d'infections de nécrose? Il y en a quand même un ou deux papiers qui montrent que la survenue d'une bactériémie est associée à une majoration significative du risque d'infection de nécrose. Et je suis sûre que vous avez tous en tête un ou deux malades qui, par exemple, à l'occasion d'une bactériémie, moi j'en ai un très précis en tête, à l'occasion d'une bactériémie à Staph doré, Métis S, sur une voie veineuse périphérique, c'était pas en réa, eh bien, 8 jours après, a développé son infection de nécrose, et l'infection de nécrose était infectée à Staph doré, Métis S, et c'était pas à Escherichia coli. Ce qui sous-tend probablement que quand même, il y a un lien. Certes, l'infection de nécrose, c'est prioritairement une maladie issue probablement de la translocation bactérienne, mais qu'il y a d'autres moyens d'infecter cette nécrose, et notamment des bactériémies qui ne viendraient pas forcément du tube digestif. Les pneumonies, un petit peu moins clair. Le lien pneumonie-infection de nécrose, dans 3 études sont intéressées à ça, on n'a pas réussi à montrer un lien évident. Et enfin, 87% des patients donc la majorité des patients qui ont une infection de nécrose vont avoir une infection extra-hépatique à un moment ou un autre. Donc, en fait, on retrouve cet overlap entre infection de nécrose et infection extra-hépatique de façon assez importante. Un des papiers qui illustrait assez bien ça et qui a un collectif important de pancréatites, pas que des sévères au départ, donc 700 pancréatites, un quart, un bon quart, un tiers quasiment de pancréatites sévères. S'était intéressé justement à ces complications infectieuses. Il retrouvait le chiffre de 23%. Les chiffres que je vous ai cités avant étaient issus d'une méta-analyse un peu plus récente. Et il retrouvait effectivement de l'infection de nécrose, de la bactériémie, de la pneumonie. Ce qui est intéressant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est les délais de survenue. Les délais de survenue, effectivement, ne sont pas les mêmes. La bactériémie, la pneumonie, c'est des maladies plutôt précoces dans le séjour en réanimation. Et l'infection de nécrose, c'était les délais survenus en médiane, donc tout peut se voir. Mais elle est plutôt, dans ce travail, était plutôt à 26 jours. Ce
qui reprend l'adage que vous avez dû apprendre que, effectivement, l'infection de nécrose est globalement quand même une maladie de la 2e ou de la 3e semaine d'évolution de la pancréatite aiguë. Et c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme avec le délai après. Là, c'est après l'admission, malheureusement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous avez la répartition du type d'infection. Dans la première semaine, eh bien, effectivement, en blanc, c'est l'infection de nécrose. Mais ça peut arriver, mais ce n'est pas ça le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est des pneumonies, c'est des bactériémies. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vais après passer sur le débat sur l'antibiothérapie prophylactique pour prévenir l'infection de nécrose. En fait, nos malades les plus graves, il n'y a rien qui ressemble à une pancréatite très grave plus qu'un choc septique. Et donc, en général, certes, les réanimateurs, ils sont bien convaincus qu'il ne faut pas faire de prophylaxie. Ils sont moins convaincus qu'il ne faille pas mettre des antibiotiques dans le choc septique, ce qui me semble assez légitime. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve quand même avec beaucoup de malades qui ont des antibiotiques. Bon, je reviendrai dessus, justement à propos de l'infection de nécrose et cette fameuse antibiothérapie prophylactique. Une des méta-analyses, ça c'est celle de la Cochrane de 2010. La Cochrane l'a remis à jour, je crois, 4 fois. Il y en a eu plein. 7 essais, 400 patients, pas d'effet significatif sur la mortalité, l'infection de nécrose, les autres infections. Même taux d'infection fongique. Et en fait, quand vous regardez bien, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, lorsque l'antibioprophylaxie était faite avec de l'imipénem, ce qui pose d'autres soucis, eh bien, il y avait une réduction des taux d'infection de nécrose. Donc, encore une fois, vraiment en prophylaxie dans des formes dites sévères. En fait, ce qui est intéressant, c'est le travail qui a été fait dans cette méta-analyse, qui s'est intéressé à en fait classifier les études, parce qu'il y en a eu des études, hein, on peut pas dire qu'on manque de littérature, qui s'est intéressé à classer les études selon qu'elles avaient été faites avant 2000 et après 2000. Et vous voyez qu'en fait, les études avant 2000, globalement, étaient plutôt en faveur de cette prophylaxie, et que les études après 2000 le sont plus, ne sortent plus de façon significative. Il y a des raisons pour ça. La première raison, et je veux, sans empiéter sur le topo d'après, mais la première raison, c'est qu'on a modifié nos pratiques et que notamment la nutrition entérale précoce, je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien, est clairement associée à une réduction du taux d'infection de nécrose. Et on s'en rend compte finalement, parce que ce n'est pas que dans les études, ce n'est pas que dans les méta-analyses. Dans la vraie vie, en fait, on voit diminuer régulièrement le taux d'infection de nécrose. Donc les études les plus récentes eh bien, avaient par ailleurs un standard de soins autour de ces malades qui était plus adapté. Et puis par ailleurs, effectivement, un des points importants, c'est qu'il y avait une meilleure stratification. Si vous relisez les études, les premières études, c'est juste, on vous dit que c'est des formes sévères, mais alors il y a vraiment de tout. Et c'est de loin pas tout des formes sévères, et bien loin s'en faut. Et les méthodologies se sont améliorées aussi avec le temps. Donc globalement, on est plutôt sur une ambiance, effectivement, où les méta-analyses montrent que c'est négatif. Et puis, puisque c'est What's New, j'ai sorti ces recommandations japonaises. Alors, il faut savoir que déjà en 2010, des recommandations internationales à l'appel, globalement, très majoritairement se positionnant contre l'antibiothérapie prophylactique, et une ou deux, soit un peu plus tranchées, soit carrément pour. Les Japonais, la première était en 2010, ils avaient déjà dit qu'ils étaient pour. Et là, ils réitèrent en 2015, et ils réitèrent en 2015, mais ils réitèrent de façon un peu plus, peut-être un peu plus raisonnée. Et bon, ça fait partie des choses, je pense, qu'il faut éventuellement discuter. Ils sont d'accord qu'il n'y a aucun intérêt à administrer des antibiotiques dans des formes modérément sévères de pancréatite, puisque de toute façon, les complications sont rares. Bon, jusque-là, on ne risque rien. Et là, en fait, pour ce qui concerne celles que nous, on a en charge, avec des formes nécrosantes ou des formes sévères, la différence étant sur la présence ou non de défaillance d'organes, ils considèrent qu'effectivement, l'administration précoce dans les 72 heures d'une antibiothérapie prophylactique pourrait améliorer le pronostic. Donc, ils réitèrent. Et puis, ils réitèrent avec 2 papiers à côté en montrant que tout ça, ils l'ont fait à partir de méta-analyses et que leurs méta-analyses, elles sont vachement meilleures que toutes celles qui ont été faites avant, qui ont une méthodologie meilleure et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il y a peut-être des choses quand même, il y a peut-être des choses, des lignes un petit peu différentes et que peut-être que si globalement la messe est dite, il y a quand même, si on regarde bien, des choses qui ne sont pas tranchées.
clairement, on n'en met pas sur les formes modérées. Les formes nécrotiques sans défaillance d'organes n'ont aucune raison d'avoir une antibiothérapie prophylactique. Dans les formes sévères, si on regarde au global les méta-analyses, non, il n'y a probablement pas d'indication. Et c'est comme ça que les recommandations européennes sont designées. Et si on regarde bien, encore une fois, effectivement, les vraies formes sévères avec nécrose et défaillance d'organes sont assez peu représentées. Il y a un ou deux papiers qui sont négatifs, mais sont assez peu représentés. Peut-être qu'il y a des choses, notamment sur ces formes où les défaillances d'organes persistent plus de 48 heures, il y a peut-être quelque chose à étudier en tout cas. Pour l'instant, les recommandations, en tout cas les recommandations françaises, restent qu'il n'y a pas de place pour l'infection de l'antibiothérapie prophylactique en cas dans l'idée de réduire l'infection de nécrose. Et puis, ça ne fait pas de mal de redire que quand même, effectivement, si on pense que le malade est infecté, et c'est le cas de nos premiers malades du départ, eh bien, alors l'antibiothérapie doit être démarrée. Oui. Oui. Alors, une fois que l'infection est là, les façons dont qu'on a de diagnostiquer, on peut se servir d'un certain nombre de biomarqueurs. Ces biomarqueurs, ils ont été évalués essentiellement sur des malades qui n'étaient pas forcément en réanimation. Probablement qu'en tout cas, le plus pertinent serait le suivi de la procalcitonine. Pas la procalcitonine à intenter, mais son suivi dans le temps, et donc avec des aires sous la courbe assez intéressantes. Encore une fois, chez un malade en grande défaillance d'organes, ça n'a pas été étudié spécifiquement. Il y a plein de choses qui sont possibles dans la vraie vie et dans nos labos de biologie, sont disponibles la CRP et le PCT. Et donc, effectivement, la présence de défaillance d'organes et d'un syndrome septique va nous conduire au scanner et pour aboutir à une ponction écho ou scan guidé, comme Magali vous l'a dit sur le topo précédent. Une fois que le diagnostic est fait, donc Magali vous a expliqué que, alors c'est un débat qu'on a régulièrement, nous on descend des malades au scanner parce qu'on a une suspicion d'infection. Alors premièrement, souvent les internes remontent en disant il n'y a pas de signe d'infection sur le scanner. Le scanner, ça ne montre pas l'infection. Le scanner, au pire, ça va montrer sur quelques malades, et on vous a montré, des bulles qui sont suspectes d'être associées avec effectivement un sepsis, mais le scanner montre pas. Il n'y a pas de signe spécifique qui vous dit ah, la nécrose, elle a une tête d'infecté ou une tête de pas infecté. Non, ça n'existe pas. Donc il faut bien une documentation bactériologique. Donc effectivement, de temps en temps, on a ponction suivie par l'aiguille de ponction de montée d'un guide et de montée d'un drain, ou de temps en temps, puis de temps en temps vous ponctionnez et rien qu'à l'aspect et à l'odeur, c'est bon, il n'y a pas besoin d'un direct, c'est infecté et effectivement le drainage est fait dans la lancée. Donc c'est effectivement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans le traitement, il y a l'antibiothérapie, il y a classiquement le drainage et la nécrosectomie chirurgicale. La nécrosectomie chirurgicale, c'est l'abord le bon vieil abord par voie transpéritonéale qui va enlever cette nécrose pancréatique, cette forme d'étoupe. Et peut-être pour les plus jeunes, un message, vous comprenez que quand il y a ça dans un abdomen, il est assez illusoire de penser qu'à la fin de la chirurgie, l'abdomen va être propre. C'est fondamentalement différent d'une péritonite. Une péritonite, il y a un trou, il y a du pus dans le ventre. Le chirurgien va régler le problème du trou et va mettre une stomie et il va laver. Et à la fin de ces 30 litres, l'abdomen est propre. Une pancréatite, rarement propre. C'est adhérent, d'autant plus qu'on l'a opéré très précocement, c'est adhérent. Et donc, ça pose le problème de ce que peut faire le chirurgien. Et d'ailleurs, ça avait été repris, puisqu'on a, sur une des recommandations, la recommandation nord-américaine de 2004, qui commence à dater, effectivement, l'idée, c'était que si on voulait opérer, l'idéal, c'était quand même d'attendre un petit peu que la nécrose se soit liquéfiée et qu'on puisse ainsi le drainer et l'opérer de façon satisfaisante. Alors, plein de traitements moins invasifs se sont développés, les drainages percutanés, le drainage endoscopique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, les abords laparoscopiques et l'abord laparoscopique par voie rétropéritonéale. Dans les formes récentes, vous connaissez ce papier de 2010 qui en fait a permis de mettre en évidence que le fait d'effectivement de limiter le recours à la chirurgie dans un premier temps pouvait être bénéfique pour le malade. Il s'est intéressé à des malades qui avaient des infections de nécrose, 40 malades dans chaque groupe. Et le résultat premier montrait qu'effectivement, le groupe qui bénéficiait d'une stratégie initiale minimale invasive, c'est-à-dire qu'on n'opérait pas d'emblée, versus le groupe qu'on opérait d'emblée quand on avait une infection,
avait un taux de complications majeures et de décès inférieur au groupe qui bénéficiait d'une stratégie initialement invasive. Les choses se jouaient essentiellement sur l'intensité des défaillances d'organes au décours de ces interventions. Et ce qui était intéressant aussi dans ce papier, c'était de montrer que non seulement c'était bénéfique initialement, mais c'était aussi bénéfique sur les complications secondaires, et en particulier sur tout ce qui était du ressort de l'insuffisance pancréatique post-opératoire, que ce soit en termes de diabète ou en termes d'insuffisance pancréatique exocrine. Par contre, il y avait quelque chose qui était relativement intéressant, et c'est une notion qui est importante, c'était que c'est pas parce qu'on avait choisi initialement de commencer en endoscopie ou en radiologie qu'on allait se passer de la chirurgie. Et de temps en temps, dans un deuxième temps, les malades pouvaient nécessiter encore un peu de chirurgie, mais moins que s'ils avaient été opérés initialement. Depuis, d'autres études sont sorties avec une méta-analyse qui montre que globalement, effectivement, le taux de succès est supérieur à 50%. Entre 50 et 60% des malades, comme vous l'a montré Magali, peuvent être traités uniquement par voie radiologique. Et c'est associé à une diminution de la mortalité par infection de nécrose. Cependant, il y a quand même des limites. Il faut que ça soit liquide. Il faut y retourner. Donc Magali vous a bien décrit la vie, le scanner, on recommence, un drain, deux drains, on y redescend, on change, il est bouché. Le risque de fistule, les quelques fois où ce n'est pas accessible. Et donc on fait souvent en fait des associations et des traitements multidisciplinaires. Quand est-ce qu'on risque le fait que ça ne marche pas? Sur ce travail assez récent, donc publié dans Annals Surgery, ils sont intéressés au foie où est-ce qu'on peut prédire que cette stratégie ne va pas marcher? Je vous passe assez rapidement. Ils trouvent d'ailleurs les mêmes chiffres, voire un peu mieux que ce que je vous ai dit. Globalement, dans 60% des cas, ça marche. Et dans 50% des cas, on n'a pas besoin de chirurgie. Et qu'est-ce qui prédit que ça risque de ne pas marcher? C'est la gravité au moment du sepsis et le fait d'avoir une infection polymicrobienne. Donc globalement, en état, l'intervention pour nécrose infectée doivent être vraiment retardées et probablement au-delà de la 4e semaine. Il faut faire des approches progressives, associer du drainage percutané, éventuellement de l'abord par voie rétropéritonéale ou de la nécrosectomie endoscopique, parce que ça améliore le devenir du malade immédiatement et à long terme. Évidemment, il faut avoir des équipes compétentes et tout ça se fait sur des discussions multidisciplinaires. Et pour parler vraiment de nouveau, dans ce papier tout frais, qui n'a encore pas de date de publication dans Annals Surgery, une des équipes qui publie énormément sur le sujet montre l'évolution dans le temps de la part des stratégies initialement chirurgicales. Donc avant, ça c'est l'année 1997 jusqu'à 2013. Et on voit, mis à part le fait qu'ils deviennent centres de recours et qu'ils augmentent leur nombre de pancréatites, vous voyez qu'effectivement, la proportion de ce traitement dit par étape augmente progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail, c'est associé à gravité à peu près identique à une réduction de mortalité. Donc les messages, c'est qu'effectivement, ce qu'il y a de nouveau, c'est probablement la façon dont on les gère à la phase initiale. Le fait que, à la phase initiale du diagnostic d'infection de nécrose, on ne les opère plus, on les met sous antibiotiques, on essaye de les drainer et on réserve la chirurgie aux échecs de ce traitement-là. Je vous remercie pour votre attention.